C'est éminemment sympathique tout ce que vous faites. Et puis, à mon niveau, j'essaye de faire la même chose, mais ça n'empêche pas de se poser des questions. Et comme l'a très bien dit Jean-Pierre Worms, est-ce que tous ces mouvements citoyens ne sont pas en train de réinventer l'eau chaude? Enfin, c'est pas ça qu'il a dit. Non. Il a dit que cette multiplicité de mouvements citoyens ne suffirait peut-être pas à organiser la vie démocratique d'un pays. Et que peut-être qu'à un moment donné, ces mouvements citoyens vont se dire, mais finalement, les partis politiques, ça avait peut-être un sens, ça avait peut-être une raison d'être. Bon, c'était ma question, la première. Et puis la deuxième, je suis très intéressé par le label démocratique de la belle démocratie, parce qu'on essaie de faire la même chose, nous, dans la Loire, et c'est un groupe qui est issu du collectif de la transition citoyenne, et qui s'est dit comment contrer cette désaffection des citoyens vis-à-vis de l'élection, comment les faire retourner dans les urnes. Et on s'est dit que si on proposait une charte démocratique aux candidats, eh bien, il y aurait peut-être une chance de réintéresser les citoyens à la chose, à condition qu'il y ait un contrôle citoyen, avec des assemblées citoyennes de base qui contrôlent les élus. Voilà, merci. Je voulais savoir s'il pourrait y avoir des candidats de nationalité étrangère. Une question ici. Oui, bonjour, Ramon Ramos. Ma question s'adresse tout particulièrement à Claire Sarfou. C'est une question que je me pose. Les candidats députés aux élections législatives que vous allez présenter, quelle idéologie, si c'est simplement d'être inconnu? Voilà. Je pose une question générique de coordination entre l'initiative de la Rondelle citoyenne, celle de la primaire Power sur la question législative et toutes les autres initiatives de Ma Voix, etc. Elles sont réunies aujourd'hui, mais enfin, il faudrait peut-être coordonner tout ça et pas aller en disperser. C'est beaucoup d'énergie dispersée. Dernière question. Oui, bonjour Patrick, donc j'habite dans le 20e arrondissement. Au final, ça fait pour rebondir sur ce que disait Edith là-haut. Finalement, au final, qu'est-ce qu'on va faire avec les partis politiques? C'est une question comme ça. J'ai connu beaucoup dans mon existence associative, donc les mouvements associatifs, et j'ai beaucoup connu aussi des responsables associatifs qui ont été recyclés dans les structures politiques. Alors je voudrais savoir comment on évite ces écueils, comment on ne reproduit pas tout ça. Alors, on tient nos 5 questions, donc on va commencer à répondre, peut-être si vous voulez bien. Vous avez entendu les questions? Oui, bah, je prends les questions concernant effectivement le mouvement associatif, le mouvement citoyen et les institutions politiques. Soyons très clairs, la très grande diversité des initiatives citoyennes commence, mais ça va tout à fait dans le bon sens, à prendre conscience de l'indispensable mécanismes horizontaux de coordination pour arriver à constituer une vraie force. Ce sur quoi on est très faible encore. Alors ça, c'est en émergence, mais c'est bien parti. Mais là où, à mon sens, on est vraiment très défaillant, c'est que si on veut que la société s'organise pour faire pression sur les institutions politiques, il faut imaginer d'autres fonctionnements des institutions politiques qui fassent la place aux initiatives citoyennes et qui accordent de la légitimité à l'initiative citoyenne au même titre que la légitimité issue du suffrage universel. Or ça, pour l'instant, le monde politique est totalement aveugle sur cette question, tellement il est obsédé qu'il n'y a qu'une seule source de légitimité, c'est le suffrage. Et de la même façon, les mouvements associatifs et les mouvements citoyens sont totalement inconscients de l'indispensable nécessité d'inscrire leur capacité dans des fonctionnements institutionnels. Donc cette articulation-là, on est encore très très mauvais, et si on veut avoir de l'efficacité, il faudra qu'on y travaille. On y travaille.
Alors, je te rejoins, on a, et je crois que c'est assez français par rapport aux expériences que j'ai à l'étranger, on est très dans les postures, souvent, il y a les postures associatives, se posture élue, la politique c'est pas très bien, nous les associations on est gentils, enfin, et il y a souvent un problème justement de changer de posture, et on m'a beaucoup attaqué dans la primaire propre, j'étais déjà élue, même si c'était société civile, c'était quand même parfois pour certains un gros défaut de collaborer avec les partis. Moi j'ai jamais fait campagne contre les partis, mais dans le côté de dire si on veut qu'ils nous écoutent, va falloir qu'on fasse du bruit autrement. Et localement ça marche, localement les collectifs arrivent à faire bouger les municipalités et ça marche, mais nationalement c'est compliqué. Donc comment on les pousse et avoir des signatures et être là et pouvoir être aux auditions citoyennes et pouvoir interpeller directement, en direct, les candidats, c'est commencer à changer, et on voit bien que dans leur discours, il y a certains disent c'est du citoyen washing, mais le mot citoyen commence à monter, et peu à peu on est en train de changer un peu quand même cette posture. Parce que au régional, nous en tant que citoyens, on a interpellé les 6 listes progressistes en Bretagne qui y allaient chacune séparément. On a fait une audition et puis ils ont dit ouais, on est d'accord sur tout, mais on va quand même faire 6 listes, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus d'élus écolos à la région Bretagne, mais on a des élus Front National sur la région qui votent le moins FN. Et en tant que citoyen, en tant que groupe citoyen, on était 30% sur les listes municipales, on s'est dit bah attends, ça craint. Qu'est-ce qu'on fait? Et il s'agit de prendre le pouvoir. Et moi, je dirais plus loin qu'Isabelle, c'est-à-dire, non seulement il faut avoir 50 députés qui font 1% pour la caisse claire et pour aller chercher les fonds publics, mais il nous faut aussi 15 députés qui font un groupe citoyen au Parlement, et parce que là, on peut commencer à mettre le bazar. Et mais pour avoir... Non, mais c'est vrai, et là, on va de l'avoir, et là, on peut organiser Saillant et toutes les autres villes en 2020. Et là, on commence à avoir des moyens, on reverse, il y a des fonds. Et ça, il faut le faire seulement si on s'entend. Parce que si on va, si sur une circo, il y a un candidat Mavoie, un candidat La Relève, un candidat Belle Démocratie, un candidat Pirate, un candidat... et ben, ça va être compliqué. Donc comment on fait? Et il va falloir questionner le rapport au pouvoir. Parce qu'effectivement, moi, toute la campagne, c'est pareil, je suis légitime parce que j'ai été élue, je suis porte-parole, c'est pas moi qui sais. Et en même temps, à un moment donné, il va falloir dire, écoutez les gars, voilà, il faut une candidature et il va falloir qu'on se mette d'accord. Et on ne va pas avoir forcément 15 week-ends où on fait des cercles de parole autour. Et comment on est... Il y en a qui ont déjà fait ça, non sur quel... Et donc c'est pour ça que les labels, c'est hyper important. C'est pour ça qu'il va falloir capitaliser sur tout ce qui a déjà été écrit. Et puis que le contrôle, il vient... et déjà de la posture de chacun. Parce que le contrôle citoyen, c'est une question, on voit tous les... J'ai parlé avec les gens de Grenoble aussi, comment, quand on n'est pas dans un parti, on a un retour. Et bien, les moyens Internet nous permettent de faire des choses. Il y a déjà le fait de soi-même, déjà en tant que candidat, et déjà en tant qu'élu, ou en tant que monde associatif, de rendre des comptes, comment je fais campagne, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je prends mes décisions, d'où elles viennent, comment j'envisage de faire mon mandat de député, comment j'envisage des questions, et je pense que chacun doit l'inventer. En revanche, qu'il faut du pragmatisme. Et un groupe citoyen au Parlement, ça aurait vraiment de la gueule. Je me souviens plus exactement de votre question, mais je crois que... La ligne idéologique. La ligne idéologique. Et ben, c'est bien, en fait, c'est pas une ligne, c'est un cadre. Parce que du coup, Ma Voix propose un outil démocratique dans lequel, en fait, tout le monde pourra s'exprimer à travers, voilà, toutes les personnes voulant donner leur vote, donc leur avis sur une loi, seront amenées à pouvoir le faire. Il ne suffit pas d'être à Ma Voix pour faire le vote. Il n'y a personne qui est à Ma Voix. On construit en ce moment un outil démocratique, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est pas une ligne, c'est un cadre, et on le co-construit, et on essaye d'aller au bout de cette construction pour que justement ce soit le début de quelque chose. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, j'ai toujours du mal à traîner en longueur sur cette idée, parce qu'en fait, elle est extrêmement simple. C'est la démocratie directe dans une institution qui utilise la démocratie, voilà, des voix indirectes. Si je peux me permettre, tu votes pas ce que tu veux, en fait. C'est peut-être ça qui a précisé. Oui, tu votes pas ton opinion. Non, le député ne va pas voter son opinion, mais sera le relais des votes exprimés sur la plateforme. Donc du coup, le député n'a pas besoin d'avoir lui-même, enfin, en tant que député, n'a pas un avis,
mais réellement ce simple relais. Donc du coup, c'est ce qui permet à toutes ces personnes aujourd'hui de se proposer comme volontaires pour être tirés au sort, parce que du coup, ils n'ont pas besoin de produire des avis. Et ils se posent en tant que moi, je me pose des questions et j'ai envie, par contre, de proposer à être ce relais dans l'Assemblée nationale. Donc ça, du coup, ça allège énormément la fonction du député dans la fusée Ma Voix, en fait. On est autant des contributeurs et il y a certains qui se proposent, certaines personnes qui peut-être même avant ne connaissaient pas Ma Voix, se proposent pour être ce député d'un nouveau genre. Donc voilà, la proposition est très très simple et après permet à chacun, en son âme et conscience, de proposer son avis sur une loi qui est faite par l'Assemblée nationale. Voilà. Et c'est ce qu'on est capable de faire et de proposer aujourd'hui, maintenant, pour les législatives. Voilà. Vous vous rendez compte aussi qu'effectivement, il y a la charte anticorps dont Charlotte parlait, la charte dont tu parlais aussi, chacun a un label, il y a les 25 mesures qui ont été faites, donc c'est pas non plus à tout va. Il ne peut pas venir se greffer des idées qui sortent de nulle part. Il y a quand même l'archipel citoyen existe, il y a des idées, des urgences climatiques, démocratiques, etc. Tout ça c'est partagé par beaucoup de... Le 20 sur 20 dont parlait Thierry Salmon tout à l'heure par rapport à Charlotte, ou même apparemment il parlait bien sûr de Hamon et Mélenchon, il y a toute des tendances qui s'inscrivent et qui font qu'on ne va pas accueillir des idées du FN, pour ne pas le nommer. Si c'est ça un peu. En fait, le cadre ne peut pas exclure ce qui est actuellement vu comme démocratique. Après, on peut se questionner chacun sur... Voilà. Donc après, la question c'est de prendre chacun sa part de responsabilité et de la proposer en ouverture à toute la force de vote de tous les citoyens. C'est-à-dire que, voilà, il y a évidemment des mesures qui, aujourd'hui, si elles étaient portées à l'ensemble des citoyens, ne pourraient pas être prises et ne pourraient pas être votées à l'Assemblée nationale. Si je pars sur un sujet complètement autre qui est les paradis fiscaux, est-ce que vous pensez réellement que cette loi votée par les citoyens français serait passée réellement à l'Assemblée nationale? Je pense qu'on peut se poser des questions sur des thématiques voilà, comme, très nombreuses, qui, une fois portées par des citoyens, auraient une toute autre couleur. Voilà. Est-ce que... sur la nationalité. Ah oui, la nationalité, bah, actuellement, si vous parliez des députés Ma Voix qui se proposent, ils doivent avoir plus de 18 ans et être français, puisque du coup, ils sont sous le coup du cadre de l'élection potentielle d'un député, comme ils sont définis aujourd'hui par les institutions. Donc pour l'instant, ils cadrent avec l'institution. Oui, on passe à d'autres questions ou... Oui, mais je vais répondre. Moi, je pense qu'il faut se méfier quand même de cet attrait pour le label. C'est quelque chose qui peut être très bien, qui peut être très beau, ça attire beaucoup de gens, beaucoup de candidats justement qui vont dans le citoyen bashing, pas bashing, mais washing. C'est ça du bashing. Il y a aussi du washing. Un washing. On a envie d'un label justement pour se washer. Deuxième chose, c'est je pense qu'il faut distinguer les urgences. Il faut les distinguer et en même temps, il ne faut pas en négliger une par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a des urgences très précises qui, justement, parlent des élections actuelles, comment on fait pour éviter, etc. etc. Il y a du moyen terme et il y a du long terme. Donc quand on parle, par exemple, dans la démocratie, nous, on est plutôt sur du long terme. On n'a pas de solution pour demain, précisément. Par contre, on sait qu'il faut commencer dès demain. D'ailleurs, c'est déjà fait, c'est déjà parti. Sur Ma Voix, c'est pareil. On ne sait pas du tout combien on va avoir de députés. Peut-être qu'on n'en aura pas. Élus, oui, de députés à l'Assemblée, élus, donc peut-être qu'on n'en aura pas. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a une dimension dans ce qu'on est en train de faire qui s'appelle l'expérimentation et qui n'est pas, comme on le disait, une expérience, mais c'est vraiment l'idée qu'on avance, on s'autorise à se tromper. C'est même plus qu'on s'autorise à se tromper, c'est qu'à chaque fois qu'on se trompe, on alimente un retour d'expérience
parce qu'on est en train de faire quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Tant qu'on raisonne dans le système, on ne voit que des problèmes à ce qu'on est en train de créer, alors qu'en fait, on est là pour trouver des solutions à des problèmes existants. Oui, deux petites réactions, suggestions en matière d'innovation, puisque vous êtes, semble-t-il, d'accord sur les valeurs. Concernant la désignation des candidats, pourquoi ne pas procéder par tirage au sort entre vous? Et deuxième suggestion, un peu de la même façon, pourquoi ne pas essayer de mettre en commun vos ressources financières pour enclencher un cycle positif un peu tel qu'il a été décrit? Ce serait un bon test de votre cohésion. Oui, vous n'avez pas parlé du seul dispositif démocratique ascendant, comme on dit aujourd'hui, qui existe depuis presque 40 ans, qui s'appelle improprement le SICA, et qui n'existe qu'à Paris, Lyon et Marseille. Il permet quoi? Il permet à un responsable d'association d'écrire au maire de l'arrondissement: je viens à la prochaine séance du conseil d'arrondissement et je vais parler de tel sujet, et il est obligé de vous accueillir, et d'inscrire à l'ordre du jour la question. Il vient parler, la personne vient parler au conseil, et éventuellement demande au conseil de voter un vœu sur cette question. C'est un dispositif qui existe depuis 30 ans et que les associations n'ont pas pris en main. Et comment ça se passe? Je termine rapidement. Comment ça se passe? C'est le maire qui décide d'un sujet, réunit toutes les associations et dit: je fais mon SICA. Voilà. SICA, Comité d'initiative et de consultation d'arrondissement, ça existe à Paris, Lyon, Marseille. L'article 16 de la loi du 31 décembre 1982. CICA. C'est juste une remarque, parce qu'on ne parle pas toujours de la même chose en fait, moi il me semble. Donc, je vais juste vous présenter ça. Donc, il y a des initiatives qui considèrent que le politique c'est l'habitant, que c'est plus l'élu. Donc il y a des initiatives qui considèrent que l'élu est un animateur du politique. Et lorsqu'on se retourne vers les jours euros d'autres initiatives de ce type-là, je les mets pas en opposition. Hein. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est deux postures qui sont différentes. Du côté des jours euros, on est sur la construction du pensée, et de la construction programmatique, et de la construction de projets. Voilà. Donc on est bien sur deux univers qui sont différents. Ma voix, la belle démocratie saillante, fonctionne sur cette remise à plat de la place de l'habitant et de l'élu. Donc en considérant encore une fois que l'habitant c'est politique, et que l'élu n'est que le représentant du politique, donc un représentant, ça anime la pensée politique de l'habitant. Voilà. Donc il me semble qu'on n'est pas exactement dans les mêmes stratégies. Donc il y a aussi, et encore une fois, elles ne sont pas contradictoires et elles se mêlent et on s'entend très bien. Hein. Mais on est sur deux approches qui sont pas les mêmes. Voilà. Donc on ne parle pas de la même chose. Alors sur le financement, c'est déjà le principe, enfin l'outil Caisse Claire est quand même un départ pour justement mettre les financements en commun. Et puis les financements, ça veut dire structure, et il y a plein de structures, et surtout il y a plein de réalités locales. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'être sur un principe d'expérimentation et de diversité, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Et même, il y a les villes qui font du budget participatif, il y a des villes où, enfin voilà, nous aussi, on a fait une charte de la démocratie locale à Rennes, où les habitants peuvent venir proposer également des choses, où il y a plein d'initiatives un peu partout qui commencent à réinventer la démocratie et qui, du coup, n'ont... Il y a des initiatives qui ont une légitimité d'années d'action, d'années d'assemblées locales, et qui vont aller sur le champ politique et qui n'auront pas forcément vocation à passer par la voie ou par autre chose, parce que le candidat qui aura des chances justement d'avoir des électeurs qui sera déjà implanté dans les quartiers, qui sera déjà allé faire de l'éducation populaire en bas de Tours ou en milieu rural, parce qu'il aura travaillé le terreau depuis des années, c'est le bon candidat. Et qu'il soit de ma voix, de la belle démocratie ou de la relève citoyenne, le sujet n'est pas là. Le sujet est de dire comment justement on a des terreaux fertiles et on a plein de façons de faire, et où on n'a pas forcément tous la réponse. En revanche, financièrement, aller de différentes façons, chercher des fonds publics et les mettre au service de chacun, ça c'est une vraie solution. Et donc je pense on n'arrivera pas à tout fédérer sur une seule association, parce que c'est pas le but, et ça sous-entendrait qu'on a une seule solution, une seule façon de faire. En revanche, montrer qu'il y a plein de façons de faire, et que peut-être que d'ailleurs au Parlement, si on a un groupe citoyen, peut-être qu'on ne votera pas tous pareil.
Ben oui, eh ben c'est pas grave. Et bien justement, voilà, c'est ça qui va être intéressant. C'est là où on réinvente, où on n'est pas sur une ligne de parti, où on n'est pas tous d'accord sur une seule question ou même une seule façon d'être élu. Et au sein d'une majorité, on n'est déjà pas tous d'accord sur ces façons-là. Hein. Et donc, voilà, je fais vite. Et sur le tirage au sort, est-ce qu'on peut redire la caisse claire? Est-ce que c'est presque... Oui, mais tirage au sort, du coup, entre qui? Parce qu'il y a des territoires où il y aura une seule personne. Voilà, et il y a des territoires, il y en a ça. Et oui, moi je... La caisse claire rassemble qui? On peut le redire? Je vais laisser à Isabelle, du coup. La caisse claire rassemble la relève citoyenne et un certain nombre d'autres mouvements. Voilà, la démocratie, le Parti Pirate, Charlotte les a cités tout à l'heure en vitesse. Donc c'est des gens qui dialoguent déjà ensemble et qui pourraient se mettre d'accord, soit il n'y a qu'une personne, dans ce cas-là il n'y a pas de tirage des au sort. candidats de la primaire point org aussi pourraient passer par la caisse claire sans doute. Oui, absolument. Et en fait, la caisse claire va permettre de mettre les candidats dans le commun. Et donc on arrive déjà à 50 candidats, donc on est déjà au minimum, au seuil nécessaire pour récupérer les fonds publics. Et c'est de cette manière-là en fait, qu'on peut garantir à nos candidats le remboursement quasi certain des frais de campagne par le biais des fonds publics qui seront déclenchés. Oui, moi j'ai envie de réagir à ces dernières questions en disant des choses qui vont sans doute me valoir de faire siffler, c'est très bien, ça fait ça. Parce que je crois qu'un des péchés mignons dont nous faisons tous preuve, c'est d'une part d'une forme de pensée magique et d'autre part d'un certain angélisme. Alors je m'explique. Pensée magique, l'idée de la transparence totale de l'institution. Effectivement, la personnalité du représentant n'existe pas dès lors qu'il serait le simple reflet de ceux qui l'ont mandaté. C'est pas vrai, ça ne marche jamais comme ça. Le problème de fond, c'est comment peut-on avoir des systèmes de représentation qui évitent toutes les perversions et toutes les dérives qu'on a observées. Peut-on se passer de la fonction de représentation? Si on le croit, pourquoi diable avoir une assemblée? Pourquoi ne pas avoir simplement une série de sondages et un droit d'initiative populaire pour créer des sondages d'opinion? Pour créer des... Bon. Ou une assemblée numérique quand même, parce que c'est le but. Hein, oui, alors d'autre part, deuxième pensée magique, mais là qui est un peu de naïveté, c'est, moi je suis tout à fait intéressé par le tirage au sort. Mais, je vais prendre un exemple très concret. À Paris, l'Observatoire de la démocratie locale, mis en place par Delanoë, j'ai eu la responsabilité de l'animer pendant deux mandats, et il y a des conseils d'arrondissement avec des personnalités qualifiées, des représentants des réseaux associatifs, et pour avoir vraiment une vraie représentation populaire, des tirés au sort parmi l'électorat. Moi, comme sociologue, j'ai eu la curiosité de regarder la composition socio-professionnelle de ces trois collèges. Quel était le niveau le plus élevé socio-culturellement parmi les trois collèges? Les tirés au sort. Et pourquoi? Parce que quand on est tout seul, qu'on n'a pas derrière soi une organisation, un collectif, un statut professionnel, etc., et qu'on vous dit, voilà, vous allez parler au nom du peuple dans une assemblée, oh là là, je ne suis pas capable. Et de j'en suis pas capable, j'en suis pas capable, j'en suis pas capable, qui est-ce qui finalement s'en sent capable? Celui qui est bigrement armé parce qu'il a un bac +8 et qu'il a une bonne fortune derrière lui. Résultat, en voulant rééquilibrer socialement les conseils d'arrondissement, on a aggravé la fracture sociale. Donc, je suis pour le tirage. Non, mais je sais que je vais provoquer des grimaces. Non, c'est pas une grimace, Je suis pour le tirage au sort. Je sais. Mais ça veut dire que ça suppose toute une mécanique d'accompagnement en termes de formation. Mais attention, dès lors que l'on accompagne, qu'on forme, etc., on est en train de créer une élite sociale. Comment est-ce que... Alors, bon, et dernier élément pour me faire siffler encore plus,
dans le monde associatif, on est pur, alors que dans le monde politique, on est pauvre. Vous croyez que les problèmes d'ego n'existent pas dans le monde associatif? Vous croyez que les problèmes de pouvoir n'existent pas dans le monde associatif? Mais même dans les collectifs spontanés. Voilà, donc soyons lucides, c'est la condition de l'intelligence et de l'efficacité. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je veux bien répondre sur la question de la formation, parce que du coup, c'est un des étages c'est bien, ça provoque la réponse. Un gros élément que j'avais oublié dans la présentation de ma voix, c'est qu'il y a 7 modules de formation pour accompagner les personnes qui vont être tirées au sort. Et donc, l'année dernière, sur Strasbourg, il y a eu des comités qui ont formé donc, 7 cours en ligne que les personnes tirées au sort ont suivi, mais qui sont à la disposition du bien commun et qui là sont en ligne à nouveau à partir de cette semaine. Et donc, qui ont été retravaillés pour former en fait, les candidats qui vont être potentiellement propulsés à l'Assemblée nationale. Donc du coup, on a cette idée aussi d'accompagner, de former et de laisser à la communauté, au bien commun, la connaissance des institutions. Donc ça, c'est important et ça a été fait par des gens tout à fait différents et qui ont travaillé ensemble à plusieurs étages différents. Et en tout cas, ce qui, moi, personnellement, m'a beaucoup surprise, parce que j'étais sur cette posture aussi de qui pourrait se présenter au tirage au sort, et ben on voit des gens très très différents. Donc ça, vous pouvez aller consulter la page sur le site de Ma Voix des gens qui se proposent. Il y a quand même des destinées, enfin voilà, des parcours très très différents. Et vraiment, je trouve que ça a ouvert la porte à encore une étendue possible chez pas mal de non, mais gens tu te rends compte de début de contradiction, même dans ta formulation, se présenter au tirage au sort. Bah oui. Se proposer. Oui, non, mais ça veut dire que ce n'est pas un tirage au sort. C'est-à-dire que c'est un tirage au sort parmi des gens qui sont... Voilà, des volontaires. Mais c'est, tu vois, donc, et déjà, qui peut être volontaire et qui ne l'est pas. Mais d'ailleurs, la question de la place des femmes se pose. Mais notamment, exactement. Et justement, pour l'instant, il y a un tiers de femmes qui se proposent à cet exercice-là, et il y a encore 2 tiers d'hommes. Donc vraiment, on interroge notre propre capacité à passer au-dessus de ces difficultés qui sont toujours les mêmes. Enfin, et en tant que citoyen, encore une fois, ça pose d'autres problématiques. Alors, Didier et Marie-Hélène, pour vraiment y arriver, il faut très vite pour répondre à Jean-Pierre, que je connais très bien, avec qui je sais très bien qu'il est venu à ma voix quand même. Oui. Mais il faut pas oublier que les députés Ma Voix sont un prétexte, une façon d'éclairer, etc. C'est pas du tout un but en soi. Donc effectivement, le tirage au sort, Ma Voix ne prétend pas que le tirage au sort, c'est le souci ultime pour demain, etc. C'est une expérimentation, j'allais dire, laisse-nous faire l'expérimentation. On aura des réponses. Est-ce que les gens vont s'intéresser à La Voix? Et toutes ces questions-là qui sont posées, on en est parfaitement conscient. Ça pose des tas de problèmes démocratiques. Ça pose des problèmes dont on parlait tout à l'heure, des auditeurs, de 5 heures sur RMC, quoi, effectivement, qui n'ont pas du tout le même discours que les bobos parisiens, etc. Ok, toutes ces questions-là sont posées, il faut trouver des réponses. Ah non, mais tout à fait. Et puis après, on voit ensemble ce qu'on en fait. Oui, sur le tirage au sort, je suis d'accord sur le fait que c'est pas magique et que ça peut être, il peut y avoir des effets très pervers, mais en même temps, ça a été en train d'être expérimenté dans les quartiers populaires, dans les conseils citoyens. Il y a quand même des endroits où ça fait émerger d'autres personnes. Oui, oui. Alors, tout dépend sur quelle liste on fait le tirage au sort, c'est quand même assez fondamental. Effectivement, si c'est des volontaires ou si c'est la liste des gens qui paient des impôts ou des locataires, on n'a pas le même résultat. Et puis après, tu as raison, ça demande tout un travail d'accompagnement, de formation qui est fondamental et qui souvent n'a pas été fait. Mais ça marche très bien en Allemagne, par exemple. Donc pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher en France? Mais par contre, c'est vrai que ça transforme radicalement le rôle de représentant. C'est-à-dire qu'il est tiré au sort, donc c'est pas une figure, donc c'est d'autres relations avec les gens qu'il est censé représenter,
Et effectivement, ça, je suis d'accord, c'est quelqu'un qui est plutôt là du coup pour accompagner que pour faire à la place et pour décider. Mais je pense que c'est quand même une innovation démocratique qui vaut le coup d'être tentée, oui, non, mais avec les moyens nécessaires. Mais justement. Alors, avant de laisser à Bruno le soin de clore cette journée, donc merci Collectif Roosevelt, justement, je n'avais pas réussi à vous parler de ce que Pierre Rosanvallon nous avait expliqué, et ça serait peut-être une manière de dire que c'est quand même très positif ce qu'il y a. Lui faisait le constat d'un rendement démocratique de l'élection qui est décroissant, et qu'il fallait changer cette démocratie électorale qui, pour plein de raisons, on ne va pas les analyser, qui nous amènent plutôt dans le mur. Et qu'il y avait deux types de réponses qui émergeaient en ce moment, soit un populisme, qui peut être un populisme de gauche comme de droite d'ailleurs, et qui en gros le populisme, lui le décrivait un peu comme une tentative de simplification, de polarisation, ou alors qu'il fallait oser la complexité. Donc il parlait de démocratie post-électorale, et je pense que ce qu'on s'est dit tout cela, c'est bien, personne n'a encore la réponse, mais ça va bien dans le sens des complexités. Lui disait compliqué, il faut compliquer la représentativité, compliquer l'expression d'intérêt général, complication de la souveraineté, complication de l'égalité. Donc il faut ne pas se décourager de ça. À partir du moment où on le pose comme quelque chose de plutôt positif, de positif à envisager, allons-y dans les débats, dans la complexification recherchée, pour que dans les institutions, il y ait place pour de nouveaux pouvoirs, etc. D'accord ? Donc c'était ce que Pierre Rosanvallon vous avait dit, maintenant je te laisse.